Personne ne te doit rien. C'est la vérité qui dérange le plus et en même temps celle qui libère le plus quand tu la comprends vraiment. La souffrance commence au moment où tu exiges que la réalité soit différente, que les gens agissent comme tu l'attends, que le monde tourne à ton rythme. Mais la vie n'a jamais signé de contrat avec toi. Tu peux continuer à revendiquer, à te lamenter ou à blâmer tout ce qui est externe, mais cela ne fait que te laisser lié, faible et à la dérive. Le stoïcisme n'est pas une armure froide ni une pose distante. C'est une discipline mentale pour cesser de demander à la vie de changer et commencer à changer toi-même. Il ne s'agit pas de nier la douleur ni de faire semblant que rien ne t'affecte. Il s'agit d'accepter que ta véritable force réside dans la manière dont tu interprètes et réponds à ce qui se passe. Ne contrôle pas le monde, contrôle-toi toi-même, même si cela fait mal à entendre. La maturité n'arrive pas avec les années, mais avec la décision de ne plus être otage de tes impulsions et de tes attentes brisées. Si tu veux la paix, lâche d'abord l'illusion du contrôle absolu. Si tu veux du pouvoir, assume la responsabilité de tes pensées et de tes émotions. Personne ne construira ta force intérieure pour toi. Accepter la dureté de la vie, sans résignation ni victimisme, est le premier pas pour cesser de survivre et commencer à vivre avec fermeté, clarté et but. Ici, tu vas comprendre comment. 1. Remets en question tes attentes, pas la réalité. La réalité n'est pas là pour satisfaire tes attentes. Personne ne te doit que les choses se passent comme tu l'imagines. Et peu importe à quel point tu t'accroches à cette fantaisie, tu accumules seulement frustration et colère contre un monde qui ne sait même pas que tu existes. On t'a vendu l'idée que désirer quelque chose avec force le rend légitime. Mais la vie ne négocie pas avec tes caprices. Voici la vérité inconfortable. Le problème n'est pas ce qui se passe à l'extérieur, mais le filtre que tu utilises pour l'interpréter. Si chaque jour tu te réveilles en espérant que tout fonctionne selon ton scénario mental, prépare-toi à être déçu encore et encore. La plupart des gens ne veulent pas entendre cela. Ils préfèrent blâmer les autres, le destin, la chance, leur propre enfance. Mais ce victimisme ne sert qu'à justifier ton immobilité. Si tu n'es pas capable de remettre en question tes attentes et de reconnaître combien elles te sabotent, tu vas rester piégé dans un cycle d'impuissance et de plainte. Le piège est de penser que les choses devraient être d'une certaine manière et qu'au premier contact avec l'imprévu, tu plonges dans la frustration. Combien de temps as-tu passé à attendre que les autres changent, que ton patron soit juste, que ton partenaire devine ce dont tu as besoin, que le trafic se dégage juste parce que tu es pressé? Tout ce stress émotionnel est optionnel, mais la plupart choisissent de le payer, jour après jour. Et pendant ce temps, la réalité suit son cours, indifférente, sans te demander la permission de te lancer des obstacles. Si tu n'apprends pas à regarder en face ce qui est, au lieu de ce que tu crois qu'il devrait être, tu vas vivre avec une dette émotionnelle constante et vieillir en portant du ressentiment. Arrête d'exiger du monde qu'il s'ajuste à ta mesure. Le seul territoire que tu peux conquérir est ta propre esprit. C'est ici que l'excuse meurt. Il n'y a aucune justification valable pour continuer à remettre ta paix entre les mains de l'imprévisible. Remettre en question tes attentes n'est pas de la résignation. C'est un acte de maturité brutale. C'est entraîner le muscle interne qui te permet de supporter la pression sans te briser. La différence entre une personne ferme et une personne fragile réside dans le type d'attente qu'elle nourrit. La personne forte accepte l'incertitude comme partie du jeu et ne s'enchaîne pas à des rêves fabriqués par l'ego. Le faible se victimise, exige, s'étouffe dans des attentes impossibles et finit par blâmer tout le monde sauf lui-même. La liberté commence lorsque tu cesses de négocier avec la réalité. Ne demande pas au monde de te traiter mieux que tu ne traites ton propre caractère. Si tu veux avancer, commence dès aujourd'hui à briser les chaînes de tes attentes non réalisées. Ce qui te frustre, ce n'est pas la vie, c'est toi-même qui exige des garanties qui n'ont jamais existé. N'attends pas moins de douleur, attends d'être plus fort. Voici la différence entre vivre éveillé ou rester endormi sous le poids de tes propres illusions.
2. Choisis ta réponse, pas ta réaction. Le café refroidit sur la table, tandis que le message inattendu arrive sur ton téléphone. Tu pouls s'accélère, une contraction dans l'estomac, et l'esprit commence à s'emballer. Tu interprètes, tu supposes, tu anticipes le conflit. En moins d'une seconde, la réaction automatique veut prendre le contrôle. Cet élan de répondre avec colère, de lâcher un reproche, de te défendre avant de comprendre. Mais c'est ici que beaucoup se retrouvent piégés, dans le réflexe, dans la décharge émotionnelle qui semble inéluctable. Ce que peu osent arrêter, c'est ce premier saut mental, l'acte de choisir délibérément comment répondre au lieu de se laisser emporter par le mécanisme le plus primitif. Ta biologie te pousse à attaquer ou à fuir, mais ton esprit a la capacité d'intervenir et de dire « ce n'est pas une urgence, c'est une opportunité de pratiquer la maîtrise de soi ». La plupart vivent en pilote automatique, réagissant à chaque petite provocation comme si c'était une question de vie ou de mort. Ce qui se passe en surface, ce message, ce commentaire, ce geste, est presque irrélevant comparé à la façon dont tu le traites intérieurement. Le véritable travail se déroule dans ce laps de temps minimal entre le stimulus et la réponse. C'est là que se révèle ton véritable caractère. Es-tu juste un reflet de tes impulsions ou as-tu le courage de faire une pause et de choisir ton attitude? Tu n'es pas esclave de ta première réaction, même si ton corps et tes croyances veulent te convaincre du contraire. Il y a une différence abyssale entre réagir et répondre. La réaction est automatique, aveugle, héritée. La réponse est consciente, choisie, née de la maturité. C'est là que se joue la véritable liberté. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais d'apprendre à l'observer sans t'y abandonner. Tu peux remarquer la colère, la déception, la peur, et pourtant agir depuis la tempérance. Chaque fois que tu choisis comment répondre, tu entraînes ton esprit et renforces ce muscle invisible qui soutient ta paix intérieure. Ce n'est pas facile, mais chaque décision consciente est un investissement qui s'accumule, créant une base de plus en plus solide. Personne ne gagne rien en laissant les émotions prendre le gouvernail chaque fois que la réalité devient inconfortable. Tu souffres moins lorsque tu cesses d'être réactif. Tu souffres moins lorsque tu te donnes le droit de choisir. Tu n'es pas le produit de ce qui se passe, mais de la façon dont tu décides de le gérer. C'est l'une des vérités les plus inconfortables, mais aussi la plus libératrice. Choisir ta réponse est ton véritable pouvoir. Ne le donne à personne. 3. Concentre ton énergie sur ce qui dépend de toi. Je vais admettre quelque chose d'inconfortable. Une partie de moi a gaspillé des années à lutter contre des moulins invisibles, obsédé par l'idée de réparer tout ce qui est hors de ma portée. J'ai perdu des heures à ruminer les réactions des autres, les décisions qu'ils ont déjà prises sans me consulter, les scénarios qui n'ont jamais dépendu de ma volonté. C'est comme avoir une fuite constante d'énergie, une sorte de trou au fond du réservoir émotionnel. Le résultat est l'épuisement et une frustration sourde, car peu importe combien tu insistes, rien de tout cela ne change simplement à cause de ton anxiété ou de tes bonnes intentions. Si tu t'arrêtes pour observer avec honnêteté, tu te rends compte de l'absurde. Chaque minute que tu passes à essayer de contrôler ce qui est extérieur est une minute de moins que tu as pour renforcer ce qui est réellement entre tes mains. C'est ici que la pensée stoïque devient brutalement pragmatique. Divise ta réalité en deux, ce que tu peux influencer et ce qui, peu importe tes efforts, échappera toujours à ton contrôle. C'est un filtre mental qui semble simple, mais c'est l'un des exercices psychologiques les plus difficiles à maintenir jour après jour, car l'ego déteste reconnaître des limites et veut toujours avoir le dernier mot. Cependant, chaque fois que tu oublies cette division, tu retombes dans l'auto-tromperie. Tu crois que ton bonheur dépend de l'approbation des autres, des conditions extérieures, du résultat parfait. Tout cela est un terrain glissant. Tu ne peux pas décider qui t'évalue. Tu ne peux pas empêcher la vie d'être chaotique. Tu ne peux pas dicter le scénario des autres. Tu peux seulement gouverner tes pensées, tes actions et ton attitude.
Le reste est hors de ta juridiction. La distinction est claire. Si tu investis ton énergie dans ce qui ne dépend pas de toi, tu paies le prix avec de l'anxiété, du ressentiment et un sentiment constant d'impuissance. Mais lorsque tu concentres ton attention sur ton propre domaine, sur ce que tu penses, sur la façon dont tu réagis, sur le type d'habitude que tu choisis de cultiver, tu commences à reprendre le contrôle réel. C'est une sorte d'économie émotionnelle. Chaque fois que tu dépenses des ressources pour ce qui est extérieur, tu t'appauvris de l'intérieur. Chaque fois que tu les investis en toi-même, tu te renforces. Voici une phrase à tatouer dans ta mémoire. Ne gaspille pas ta paix en voulant résoudre ce qui est irrésoluble. Chaque jour est une décision. Soit tu mets ton énergie dans ce qui dépend de toi, soit tu la donnes à des problèmes qui n'ont jamais été les tiens. La maturité commence lorsque tu cesses de te battre pour des batailles qui ne te concernent pas. Tu deviens plus sélectif avec tes préoccupations et tes efforts. Tu apprends à accepter que, même si tu ne peux pas contrôler le monde, tu peux contrôler comment tu te présentes devant lui. C'est la racine de la force personnelle, savoir distinguer où finit ton influence et où commence l'acceptation. Ce que tu décides de faire avec cette frontière est ce qui définit ta paix ou ton épuisement. Ce n'est pas une question d'indifférence, mais d'intelligence psychologique. Si tu veux avancer, cesse de négocier avec l'extérieur et transforme ta vie intérieure en ton véritable territoire. Le véritable pouvoir est de choisir où tu investis ton énergie. 4. Prends la responsabilité de ton état intérieur. La scène est celle d'une balance posée sur ta poitrine, invisible mais implacable. D'un côté tombent tes émotions, tes pensées dispersées, de l'autre tes excuses et la tentation de blâmer le reste du monde. Chaque jour, dans chaque geste, la balance s'incline un peu plus, et bien que personne ne puisse la voir, le poids se ressent dans la posture de tes épaules, dans le regard qui évite le miroir, dans la tension qui s'installe dans la mâchoire. Il n'y a ni vent ni force externe qui incline cette balance pour toi. C'est toi, avec chaque réaction inconsciente, chaque argument que tu fabriques pour te décharger de responsabilité, chaque fois que tu permets à l'humeur des autres de dicter ton état d'esprit ou qu'une nouvelle gâche ta journée. La responsabilité de ton état intérieur n'est pas un fardeau imposé, c'est la seule vraie liberté que tu as. L'ignorer te laisse à la merci du hasard et des impulsions des autres, comme si tu vivais ta vie avec le frein à main tiré et que tu te plaignais ensuite de ne pas avancer. Observe comment cela se manifeste. Tu marches dans la rue et quelqu'un te lance un regard mauvais. Ta réaction jaillit sur ta peau, dans les poings qui se serrent, dans la respiration qui se raccourcit. Au fond, tu aimerais que le monde soit aimable, juste, prévisible, mais la réalité ne va pas s'ajuster pour que tu te sentes à l'aise. Si tu choisis de céder le contrôle de ton état intérieur aux circonstances, tu deviens une sorte de marionnette émotionnelle, attachée aux fils de ce qui se passe à l'extérieur. Chaque fois que tu justifies ton mauvaise humeur par le trafic, ta tristesse par le rejet, ta colère par les injustices quotidiennes, ce que tu fais, c'est renforcer ce mécanisme. Je ne suis pas responsable, le monde me l'a imposé. Mais pendant que tu te répètes cette histoire, tu remets le gouvernail de ta vie entre les mains d'un pilote invisible qui ne te connaît même pas. La maturité commence par la reconnaissance brutale de cette vérité. Ce que tu ressens, penses ou fais, bien que cela soit influencé par l'environnement, reste le tien. Le premier pas est d'observer cet élan à te disculper, à chercher des responsables à l'extérieur et de t'arrêter. Respire et regarde de front le fait que ton interprétation est le filtre qui décide de la qualité de ta journée. Ce n'est pas de la résignation, c'est l'acte le plus radical de pouvoir personnel. Le stoïcisme ne te propose pas de nier la douleur ou la colère, mais de les reconnaître et d'assumer le coût de tes choix intérieurs, sans déléguer ta paix à d'autres. Prends la responsabilité de ce que tu permets de croître en toi. La liberté ne se trouve pas en fuyant la douleur ni en exigeant des garanties externes. La liberté réside dans l'acceptation de ta part et dans l'action avec cohérence, même si le reste du monde est un chaos.
Toi seul décides quel type de poids tu portes chaque jour. Personne ne peut devenir fort par délégation. 5. Observe et dirige tes pensées chaque jour. Ta tête est une usine à histoire et si tu ne la supervises pas, elle devient ton pire ennemi. C'est aussi simple que cela. La plupart préfèrent vivre distraits, croyant que leurs pensées sont des vérités indiscutables, comme si la première chose qui apparaît dans l'esprit était un fait et non seulement le résultat d'années d'habitude, de peur et de conditionnement. Mais ici, il n'y a pas d'excuse qui te sauve. Si tu n'es pas capable d'observer ce que tu penses chaque jour, tu deviens l'otage de tes propres distorsions et tu finis par payer le prix avec de l'anxiété, de l'insécurité et des décisions qui sabotent ta vie. Arrête de prétendre que tu n'as pas de responsabilité sur ce qui se passe dans ta tête. Chaque pensée que tu répètes sans remettre en question est comme signer un chèque en blanc aux vieilles blessures, aux préjugés familiaux et à la paresse mentale qui te fait tant de mal. Il ne suffit pas de vouloir te sentir mieux, tu dois gagner ce droit par la discipline intérieure. Beaucoup se cachent derrière la phrase « je suis comme ça » ou « je ne peux pas m'en empêcher », comme si l'esprit était un animal sauvage, impossible à apprivoiser. C'est l'excuse parfaite pour ne rien faire et rester piégé dans le même cycle de plaintes, de fantômes et d'autolimitation. La vérité inconfortable est qu'à chaque jour, tu as la possibilité de regarder tes pensées comme un surveillant implacable et de décider lesquelles méritent de l'espace et lesquelles doivent être rejetées. Il ne s'agit pas de réprimer ni de nier ce qui te traverse l'esprit, mais d'observer sans compassion ces histoires automatiques qui ne font qu'alimenter l'insécurité et le ressentiment. Si tu ne filtres pas le contenu de ton esprit, les déchets s'accumulent et finissent par intoxiquer chaque partie de ta vie. Tu n'es pas une victime de tes pensées, tu es le réalisateur qui décide quelle sera la narration dominante. Si tu n'assumes pas ce rôle, d'autres le feront pour toi. La pression sociale, l'habitude, la peur, le discours défaitiste que tu répètes sans t'en rendre compte. L'entraînement stoïque n'est pas pour les tièdes ni ceux qui cherchent des solutions faciles. Cela exige que tu t'assoies chaque jour, même une minute, pour interroger la qualité de ce que tu penses. Cette pensée me renforce-t-elle ou me fait-elle sombrer? C'est la seule question dont tu as besoin pour commencer à nettoyer ta maison mentale. Ne te trompe pas, l'autocontrôle se construit à travers l'inconfort de regarder ta propre médiocrité mentale et d'avoir le courage de faire un pas différent. Si chaque jour tu permets aux pensées les plus faibles et victimistes d'occuper le premier rang, ne t'attends pas à des résultats différents. L'esprit indiscipliné te vole l'énergie, la clarté et le temps. La pensée est une action en puissance. Dirige ton esprit ou quelqu'un d'autre le fera pour toi. Personne ne pensera pour toi si tu ne le fais pas. 6. La sérénité s'entraîne. Elle ne s'attend pas. La sérénité n'est pas un cadeau que la vie te fait lorsque tu as enfin de la chance ou lorsque le monde décide de te donner un répit. Attendre que le calme arrive tout seul est l'un des pièges les plus coûteux que tu puisses te permettre. L'autocontrôle, la paix intérieure, la clarté face au chaos n'apparaissent pas parce que tu es fatigué de souffrir, ni parce que tu le mérites, enfin. Elles apparaissent et n'apparaissent que lorsque tu consacres du temps et de l'énergie à entraîner ton esprit, tout comme tu entraînerais un muscle oublié. Il est difficile de l'admettre, mais la plupart préfèrent se livrer à l'espoir passif, comme si la sérénité était quelque chose qui se produisait un jour simplement, le résultat de tout ce qui s'aligne à l'extérieur. C'est l'erreur la plus profonde. Croire que la tranquillité est une conséquence de la chance, des circonstances, que les autres agissent enfin comme tu l'espérais. Rien n'est plus éloigné de la réalité. La sérénité se forge à la sueur, dans l'inconfort de regarder à l'intérieur, de reconnaître tes impulsions et de discipliner l'esprit qui veut courir après chaque stimulus. Le reste n'est que tromperie. Le mécanisme est brutalement simple. Chaque fois que tu renonces à entraîner ta réaction, à remettre en question tes pensées, à observer tes émotions avant d'agir, tu renforces la paresse mentale.
Cet abandon intérieur devient la dette silencieuse que tu paies avec de l'anxiété, de l'irritabilité et cette fatigue chronique qui ne se résout pas en dormant plus d'heures. Le stoïcisme ne te promet pas de cesser de ressentir. Il exige que tu maîtrises l'art de distinguer entre ce que tu peux gouverner et ce que tu ne peux qu'accepter. Que cela te plaise ou non, l'esprit humain est programmé pour le désordre, pour la surinterprétation, pour le drame. Si tu ne l'éduques pas, il te traîne. Prétendre que sérénité est égale à absence de problème est un argument qui ne sert qu'à perpétuer l'immaturité émotionnelle. La pratique consiste à détecter le moment où la tension interne commence à s'installer. Cet instant où tu ressens l'impulsion de répondre par une plainte, de la colère ou de la résignation, et à choisir une réponse différente. Ce n'est pas de la magie, c'est de la répétition. C'est observer l'impulsion et décider « je ne vais pas offrir mon énergie à cela ». Chaque fois que tu choisis la tempérance, même si c'est difficile, même si la situation ne change pas, tu renforces le muscle de la sérénité. C'est dans cette accumulation de petites décisions que se construit une base interne qui ne vacille pas à chaque secousse externe. Personne ne devient fort en fuyant l'effort. Personne ne devient serein en attendant que l'environnement soit parfait. La tentation de blâmer l'extérieur sera toujours là. Mais la véritable maturité commence lorsque tu choisis de cesser de négocier avec l'imprévisible et que tu t'engages à entraîner ton caractère. La sérénité n'est pas passivité, c'est discipline interne. Tu gagnes en paix chaque fois que tu choisis de ne pas réagir par habitude. La tranquillité est une conquête quotidienne, pas une loterie. Attendre la sérénité, c'est perdre du temps. L'entraîner est la seule garantie. 7. Utilise l'adversité comme une opportunité de grandir. Le réveil sonne une demi-heure plus tôt que d'habitude, car l'agenda est serré et la marge d'erreur est minimale. Le café est plus amer que d'habitude. Tu sors de chez toi juste au moment où il commence à pleuvoir. Et cerise sur le gâteau, les transports en commun décident de prendre du retard ce jour-là où tu ne peux pas te permettre d'arriver en retard. Tout semble s'aligner contre toi, une séquence de petites contrariétés qui, cumulées, menacent de ruiner ton moral avant même que la journée ne commence. Ici, à cet instant où l'inconfort s'accumule et où l'irritation pointe le bout de son nez, se joue la différence entre suivre le script automatique de la plainte ou utiliser l'adversité comme un outil pour polir ton caractère. Il ne s'agit pas de romantiser le malaise, ni de faire semblant que tout a un côté positif. Il s'agit de comprendre, sans anesthésie, que chaque obstacle révèle l'état réel de ton entraînement mental. La vie ne demande pas si tu es prêt, elle se produit simplement, et chaque fois que quelque chose tourne mal, tu as l'opportunité d'analyser ta réponse avec froideur. Te laisses-tu emporter par la frustration et remets-tu ton énergie à la colère, ou choisis-tu d'utiliser ce contretemps comme une sorte de laboratoire psychologique où se teste la solidité de tes habitudes internes? Le mécanisme est clair. Face à l'adversité, l'esprit cherche des coupables ou des excuses pour justifier le malaise. C'est le chemin le plus facile, celui qui ne nécessite ni effort ni autocritique. Mais c'est justement là que se trouve la marge de croissance. Si chaque contrariété est une menace, tu deviens plus fragile chaque jour. Si chaque contrariété est un signal d'entraînement, alors ta capacité de résistance s'élargit. Le stoïcisme ne propose pas d'ignorer les difficultés, mais de les utiliser comme un miroir qui reflète tes faiblesses et tes angles morts. Chaque événement adverse est un scanner de ta maturité émotionnelle. Quand quelque chose te dérange, tu as la possibilité de t'arrêter, d'identifier le mécanisme mental qui s'active et de te demander avec une brutalité honnête quelle partie de ta réaction dépend de toi et laquelle ne dépend pas de toi. Cette observation honnête est la graine de la croissance. Personne ne devient fort dans le confort. Accepter le défi de l'adversité signifie l'analyser froidement. Que contrôles-tu réellement dans ce scénario ? Où offres-tu de l'énergie par habitude et où peux-tu intervenir? Au lieu d'attendre que l'environnement s'adoucisse, tu deviens un expert dans la régulation de ta propre réponse.
C'est le seul véritable avantage que tu as, transformer chaque coup en une micro-leçon sur tes limites et tes ressources. L'adversité est le filtre qui sépare l'attente naïve de la force entraînée. Ce n'est que sous pression que se révèle si tes principes sont des convictions ou de simples discours pour des jours tranquilles. Fais de chaque difficulté une salle d'entraînement mental, pas un motif de plus pour la victimisation. Personne ne grandit en fuyant l'inconfort. Ce qui t'irrite aujourd'hui peut être demain le muscle qui soutient ta tempérance. Utilise l'adversité et ne permets pas qu'elle t'utilise. 8. Ne cherche pas un contrôle externe. Cultive ton autocontrôle. Je vais confesser quelque chose dont je ne suis pas fier. Pendant trop d'années, j'ai confondu la sensation de contrôle avec l'acte réel de contrôler. Je passais des heures à vérifier mon téléphone toutes les quelques minutes, attendant des réponses qui n'arrivaient jamais au moment où je le voulais, analysant le ton d'un message, la pause dans une conversation, comme si je pouvais anticiper et façonner la réaction des autres juste avec mon anxiété. Chaque fois que quelque chose sortait du plan, je ressentais cette tension dans la poitrine, le front plissé, les mains se fermant jusqu'à ce que les articulations me fassent mal. Ce que j'appelais s'inquiéter était en réalité une forme déguisée d'essayer de forcer l'environnement à fonctionner à mon rythme. Une illusion qui ne faisait qu'épuiser mon énergie et me laissait piéger dans un cercle vicieux de déception. Le contrôle externe est addictif, car il te donne la fausse impression que, si tu insistes suffisamment, la réalité va se plier. Mais la réalité, par définition, ne consulte jamais tes désirs avant de changer de direction. Cette obsession de contrôler ce qui se passe à l'extérieur se manifeste dans des gestes minimes. Le mouvement compulsif de mettre à jour un réseau social, le besoin de clarifier des malentendus avant qu'ils n'existent, cette habitude de devancer ce que l'autre va dire juste pour éviter de te sentir vulnérable. C'est une usure silencieuse qui se filtre dans la façon dont tu marches, dans la manière dont tu t'assois en réunion, toujours tendu, toujours alerte. Tu cherches des garanties dans le comportement des autres, dans les conditions de circulation, dans le climat du bureau, comme si en ayant tout sous surveillance, tu pouvais maintenir intacte ta calme. Mais cette calme est aussi fragile que le fil qui la soutient. Il suffit d'un imprévu, d'un commentaire déplacé, d'une pluie inattendue pour que toute cette architecture mentale s'effondre et que tu te retrouves nu face à tes propres limites. Contrôle ce que tu penses, pas ce qui se passe. C'est la ligne que tu ne dois jamais oublier. Le véritable autocontrôle n'a rien à voir avec la répression des émotions ou le fait de feindre l'indifférence. C'est apprendre à reconnaître l'impulsion d'intervenir là où tu n'as pas de pouvoir et à la lâcher avec la même fermeté avec laquelle tu tiens tes principes. La différence se ressent dans la respiration. Tu passes d'un rythme saccadé et anxieux à une respiration plus profonde, plus présente. Le muscle de l'autocontrôle se renforce chaque fois que tu choisis de ne pas intervenir dans la vie de l'autre, chaque fois que tu acceptes l'incertitude comme partie du marché et que tu te concentres sur ton propre comportement, sur ta prochaine action, sur le geste que tu peux gouverner. Personne ne gagne rien à essayer de tirer les ficelles de ce qui est hors de sa portée. La seule chose que tu peux affiner, c'est ton caractère. L'autocontrôle est la victoire invisible qui soutient toutes les autres. Si tu cherches la paix, commence par cesser de surveiller le monde et commence à te surveiller toi-même. 9. Sois cohérent avec toi-même, même sous pression. Tu n'es pas un caméléon qui doit changer de couleur chaque fois que la pression monte et que l'environnement essaie de te pousser hors de ton centre. Si ta cohérence dépend du climat, de l'humeur des autres ou de ce qui t'arrange sur le moment, alors ta parole et tes principes valent moins qu'une monnaie fausse. Il y a ceux qui passent leur vie à ajuster leur discours, montrant une version différente selon le public, trahissant leurs propres valeurs dès qu'ils sentent l'inconfort pointer. Ainsi se construit une identité fragile, fragmentée par de petites trahisons quotidiennes. Tu tais ce que tu penses pour éviter les frictions. Tu souris quand tu ne le veux pas, tu te vends à bas prix juste pour ne pas sentir le poids de la désapprobation.
Mais chaque fois que tu cèdes 1 millimètre de ton intégrité par peur de la pression, tu donnes au monde la licence de continuer à te façonner à sa guise. La cohérence n'est pas un luxe pour les jours faciles, c'est la seule armure réelle que tu as quand tout autour se déforme. L'excuse la plus facile est de dire « j'étais sous pression », comme si cela justifiait d'éteindre ton jugement et de devenir un de plus dans la foule qui plie sous le vent. Mais le stoïcisme n'a pas de patience pour ce genre de justification. Si tu es seulement ferme quand personne ne te défie, tu es faible. Si ton caractère s'évapore dès que tu sens le regard critique des autres, ce que tu démontres, c'est qu'il n'a jamais été le tien. Tu ne le louais que de temps en temps pour te sentir supérieur en privé. Ici, il n'y a pas de raccourci. La cohérence se teste justement quand ça fait le plus mal, quand il semble que le coût de rester fidèle à soi-même est de perdre quelque chose à l'extérieur. C'est là que se séparent ceux qui agissent par conviction de ceux qui cherchent seulement l'approbation. Ne vends pas ton jugement pour un instant de confort. Cette phrase, tu devrais te la tatouer dans la mémoire. Il ne s'agit pas d'être inflexible ou arrogant, mais de cesser de négocier l'essence pour des miettes d'acceptation. La pression est le cadre parfait pour voir si tes principes sont de vraies convictions ou de simples ornements à exhiber sur les réseaux sociaux. Tu peux tromper l'autre en face, mais tu ne peux jamais échapper au jugement intérieur qui te fait payer ensuite, quand l'euphorie passe et qu'il ne reste que l'écho d'une décision lâche. L'incohérence est une dette qui exige toujours des intérêts. Elle te vole le respect de soi, affaiblit ton caractère et au final te laisse vide, incapable de faire confiance même à tes propres promesses. Ne mets pas ta dignité en vente. La vraie cohérence ne se négocie pas, elle s'entraîne. Choisis d'être fidèle à ton jugement, même si cela coûte. Si tu ne peux pas te maintenir dans les moments difficiles, ce que tu as n'est pas du caractère, c'est une façade. Ne donne pas ton intégrité à la pression du moment. Sois inconfortable, sois ferme, sois cohérent même si le prix est de rester seul. Mieux vaut être seul que fracturé de l'intérieur. 10. Renforce ton esprit, pas ton désir de facilité. Arrête de demander à la vie d'être légère. Renforce ton esprit, pas ton désir de facilité. C'est la ligne qui sépare ceux qui mûrissent de ceux qui attendent simplement des faveurs du destin. Le mécanisme est simple mais brutal. Plus tu t'obsèdes à penser que les choses devraient couler sans résistance, plus tu te fragilises intérieurement. Il y a une partie de toi qui croit encore que le bien-être est un droit automatique, que tu mérites le confort juste par le fait d'exister. Et c'est là que commence la fracture interne. Cette quête obsessive du raccourci, de la voie sans effort, est la machinerie qui alimente ta frustration et ton anxiété. Chaque fois que tu te répètes que cela devrait être plus facile, tu entraînes ton esprit à céder à la première inconfort et à blâmer le monde de ne pas te traiter avec délicatesse. Il ne s'agit pas d'être insensible ni de glorifier la souffrance. Il s'agit d'affronter le fait que la facilité n'a jamais préparé personne à résister à la pression réelle. Au fond, ce qui te fragilise, ce n'est pas l'obstacle, c'est l'idée que tu ne devrais pas avoir à y faire face. L'esprit, lorsqu'il s'habitue à esquiver l'effort, devient fragile, accro à la récompense immédiate et hostile au moindre effort soutenu. Si ton objectif est que la vie cesse de te défier, tu te condamnes à une existence de plainte et de ressentiment. Chaque fois que tu choisis le confort vide, tu renforces l'habitude de fuir la responsabilité interne. C'est ainsi que s'installe l'auto-tromperie. Tu répètes le mantra que tout devrait être simple, mais ce que tu obtiens, c'est d'affaiblir le muscle de la volonté et de devenir dépendant de facteurs que tu ne contrôleras jamais. Ce qui est vraiment précieux se construit uniquement sous tension, lorsque tu refuses de céder à la paresse mentale. Le désir naïf de facilité est une dette silencieuse qui se paie par l'insécurité et le manque de caractère. La véritable transformation se produit lorsque tu acceptes que la vie ne va pas s'adoucir pour que tu sois à l'aise. Tu changes lorsque tu cesses de négocier la difficulté et commences à entraîner ton tempérament. Il ne s'agit pas de chercher la souffrance, mais d'abandonner la fantaisie selon laquelle la croissance est confortable.
L'esprit fort n'est pas celui qui ne doute jamais, ni celui qui se durcit jusqu'à devenir insensible. C'est celui qui accepte l'inconfort comme une partie naturelle du processus et ne se paralyse pas devant le premier contretemps. La force mentale est une discipline quotidienne, pas une inspiration momentanée. Chaque instant où tu résistes à la tentation de chercher le chemin facile, tu investis dans ton propre équilibre et tu te sépares de la masse qui ne sait que se plaindre. Le véritable pouvoir est d'être prêt à affronter les difficultés, pas de désirer que tout soit facile. Si tu cherches la stabilité, arrête de prier pour le confort et commence à entraîner ta capacité à supporter et à surmonter. Personne ne mûrit en fuyant l'effort. Ne deviens pas l'otage de ton désir de confort. Entraîne ton esprit et le reste devient gérable. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Personne ne te prépare au poids silencieux d'être ignoré. Il n'existe pas de manuel pour ce moment où tes mots tombent dans le vide et où l'absence de l'autre devient un mécanisme qui défie ta stabilité. Quand quelqu'un s'éloigne ou t'exclut, l'esprit s'active comme une machine implacable qui cherche des explications, fabrique des scénarios et multiplie le coût psychologique de chaque seconde d'attente. Il est inconfortable de le reconnaître, mais une grande partie de la douleur n'est pas réelle. C'est une fabrication interne, le résultat de laisser les autres contrôler ton équilibre. C'est ici que le stoïcisme cesse d'être une théorie et devient un entraînement pratique. Il ne s'agit pas de se durcir ni d'agir comme si rien n'importait, mais de choisir consciemment où tu mets ton attention et à quoi tu donnes du pouvoir. Tu peux tomber dans le piège de la réaction impulsive, répondre avec une fierté blessée ou céder à la tentation de chercher une validation là où il n'y en a plus. Mais tu peux aussi opter pour la discipline émotionnelle et la clarté. La véritable maîtrise n'est pas de résister à la douleur, mais de la comprendre et de l'utiliser comme filtre pour grandir. Tu n'es pas l'otage du silence des autres. Parfois, lâcher prise n'est pas une faiblesse, mais la forme la plus pure de force. Si tu veux apprendre à ne pas te perdre quand les autres s'éloignent, si tu cherches à ne plus négocier ta valeur avec les gestes des autres, c'est le moment d'ajuster tes mécanismes mentaux et de revendiquer le contrôle sur ta réaction. Le calme est une décision, la dignité, une habitude. 1. Choisis ta réaction, pas ton impulsion. Tu n'as aucun contrôle sur ce que fait l'autre personne, aucun. Arrête de te raconter le mensonge selon lequel si tu insistes, si tu demandes, si tu montres ce que tu ressens, tu pourras forcer une réaction, changer une absence, réécrire la fin d'une histoire. C'est le piège de l'impulsion. Sauter chaque fois que le vide te dérange, déclencher des réponses automatiques parce que tu as peur de te sentir ignoré ou déplacé. Mais voici la vérité inconfortable. Ton premier acte de faiblesse n'est pas que quelqu'un t'ignore, mais que tu te rendes à l'urgence de réagir sans réfléchir, de chercher une validation qui ne dépend pas de toi. Il est plus facile de blâmer l'autre, mais le véritable problème commence à l'instant où tu décides de ne pas être maître de ta réponse, mais esclave de tes émotions les plus basiques. Chaque fois que tu laisses cette impulsion prendre le contrôle, tu fabriques une dette émotionnelle envers toi-même. C'est une facture qui s'accumule. Tu te trahis pour soulager un malaise immédiat et le prix est ta paix mentale. Tu n'es pas moins digne parce que quelqu'un s'éloigne. Tu te réduis lorsque tu remets ta dignité pour mendier de l'attention ou une explication. L'esprit conditionné cherche des sorties automatiques, bloquer, exiger, dramatiser, disparaître aussi juste pour faire semblant que cela ne t'affecte pas. Mais cette réaction ne résout rien, elle t'éloigne simplement de la véritable force. C'est comme si tu utilisais un filtre déformant. Tout ce que tu vois passe par le prisme de ton insécurité et de ton urgence. Le stoïcisme exige le contraire. Il exige que tu mettes un frein, que tu respires avant d'agir, que tu te souviennes de qui tu es et que tu laisses passer la première vague de douleur sans te laisser emporter.
Il ne s'agit pas de geler tes émotions, mais d'entraîner ta capacité à décider de ton prochain mouvement avec un esprit clair, pas avec un cœur en flammes. Les gens vont et viennent, parfois sans prévenir. Ce n'est pas une attaque personnelle ni une épreuve de ta valeur. Tu dois arrêter de chercher des raisons externes pour justifier ta réaction interne. L'impulsion est confortable, elle te permet de décharger la tension en quelques secondes, mais elle te condamne à vivre de manière réactive, à la merci de n'importe quel silence ou absence. Tu choisis ta réaction ou tu te contentes d'être une marionnette de tes états émotionnels. Il n'y a pas de juste milieu. N'attends pas que l'autocontrôle surgisse de nulle part. Il se forge à travers des décisions inconfortables, en te maintenant dans cet espace où l'incertitude brûle. Et pourtant, tu ne cours pas éteindre le feu avec des actes désespérés. La prochaine fois que tu ressentiras la tentation d'envoyer ce message impulsif, de chercher une réaction rapide pour te sentir vivant à nouveau, souviens-toi de ceci. Ne pas répondre est aussi une réponse. Le silence peut être ton allié si tu l'utilises comme un espace pour retrouver ton centre, pas comme une punition ou une stratégie. Maîtriser ta réaction est un acte de respect de soi, pas un jeu de pouvoir. La tranquillité ne vient pas du contrôle de l'autre, elle vient de ne pas te perdre lorsque les choses ne se passent pas comme tu le souhaites. Tu choisis le calme ou tu choisis le chaos, jamais les deux. C'est la différence entre quelqu'un qui survit et quelqu'un qui se renforce. N'attends pas que les autres changent pour trouver la paix. Choisis de répondre avec maturité, même si la situation ne le mérite pas. Tu n'as rien à prouver à celui qui s'en va. Tu dois te prouver à toi-même que ta valeur et ta dignité ne dépendent pas de la réaction d'un autre, mais de ta décision de ne pas te trahir. C'est ici que commence le véritable autocontrôle. Quand tu cesses d'être victime de ton impulsion et que tu décides d'être responsable de ta réaction. 2. Ta valeur ne dépend pas des autres. Tu te réveilles, tu consultes ton téléphone presque par réflexe, et là, c'est là, cette conversation qui n'avance pas, ce message qui reste sans réponse, cette absence qui pèse sur ta poitrine même si tu essaies de ne pas y prêter attention. Tu regardes l'écran à la recherche de quelque chose de nouveau, un signe qui te ramène la tranquillité, et l'esprit commence à s'emballer. Ai-je fait quelque chose de mal? Aurais-je dû dire autre chose? Pourquoi ne répond-il pas? C'est presque automatique, l'urgence d'interpréter le silence comme un jugement sur ta valeur apparaît. Et juste là, sans t'en rendre compte, tu commences à te donner à l'opinion d'un autre, remettant ton estime de soi au gré de ses messages, de ses délais et de ses décisions. L'esprit cherche des explications externes parce que rester avec sa propre insécurité est inconfortable. Mais cet inconfort est nécessaire. C'est le premier signe que tu mesures ton importance avec une règle qui n'a jamais été la tienne. Le piège réside dans le conditionnement. Nous croyons depuis des années que d'être aimé, recherché ou approuvé nous rend précieux. C'est un mécanisme appris, comme une programmation de fond qui ne se déclenche que lorsque quelqu'un s'éloigne ou nous ignore. Tout à coup, tout ce que tu croyais sur toi vacille parce qu'une personne a décidé de ne pas répondre. C'est l'erreur, confondre la réaction d'autrui avec un jugement sur ta dignité. La vraie valeur n'est pas une monnaie qui monte et descend selon qui reste ou qui s'en va. C'est une base interne, quelque chose qui ne doit pas dépendre du regard, du geste ou de la parole de quiconque. Lorsque tu remets ta sécurité entre les mains d'une autre personne, tu deviens otage de ses états d'âme, de ses priorités, de ses propres luttes invisibles. C'est là que commence le véritable épuisement. Tu deviens spectateur de ta vie, attendant la validation qui n'arrive jamais de manière stable. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir de douleur lorsque quelqu'un s'éloigne, ni de feindre l'indifférence. Il s'agit de reconnaître que le vide laissé par l'absence n'est pas une dette que tu dois régler en changeant qui tu es ou ce que tu donnes. La pensée déformée veut te convaincre que si tu étais meilleur, si tu faisais plus, alors l'autre reviendrait, te chercherait, te validerait. C'est le mensonge qui fait le plus de mal, lier sa propre valeur à ce que tu ne contrôles pas. Le stoïcisme,
enseigne à séparer ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas de toi. Et dans cette séparation se trouve le principe de la liberté émotionnelle. Tu ne peux pas contrôler si quelqu'un répond, mais tu peux décider de ne pas hypothéquer ton estime de soi en attendant une réaction. La perception de soi est un muscle que tu entraînes chaque fois que tu choisis de ne pas céder à l'urgence de changer pour plaire, de t'adapter au moule d'autrui par peur de perdre. C'est difficile, car cela va à l'encontre d'années d'habitude et de l'anxiété de te sentir invisible. Mais le véritable respect de soi se démontre dans les moments inconfortables, pas dans le confort de l'attention constante. Voici la ligne emblématique. Tu n'es pas moins parce que quelqu'un ne voit pas ta valeur. Tu es moins quand tu l'oublies toi-même. Arrête de chercher à l'extérieur ce que tu ne peux construire qu'à l'intérieur. La dignité ne se négocie pas avec des miettes d'attention. Elle se protège, même quand personne ne regarde. Accepter que ta valeur est immuable, même si le monde l'ignore un moment, est un acte de force. Ce n'est pas de l'orgueil vide, ni une indifférence feinte. C'est la décision consciente de ne pas laisser le silence d'un autre fracturer ton autoconcept. La prochaine fois que le vide te tentera de mendier un signe, souviens-toi de ceci. Ta valeur ne se négocie pas, elle se maintient. C'est le principe pour commencer à vivre libre du chantage émotionnel de l'attente. 3. Arrêtez l'esprit avant de réagir. Je vais être honnête. L'esprit ne veut pas que vous vous arrêtiez. Il ne veut pas que vous observiez. Il veut sauter directement à la réaction, à la décharge, au soulagement immédiat. Je le sais parce que cela m'arrive aussi. Quand le silence de quelqu'un me fait mal, l'esprit fabrique en quelques secondes toute une série de scénarios et d'explications, chacun plus dramatique que le précédent. C'est inconfortable de reconnaître cela, mais il y a une partie de nous qui préfère agir avant de réfléchir, même si le prix est élevé. C'est le mécanisme automatique, ressentir une menace et chercher une sortie rapide, comme si se laisser emporter par l'impulsion était la seule option. Mais c'est là que vous commencez à perdre, car chaque réaction sans réflexion est une concession de pouvoir. Le véritable conflit n'est pas avec l'autre personne, mais avec cette urgence interne qui exige une réponse immédiate, peu importe les conséquences. Si vous décomposez le processus, vous réalisez comment fonctionne le piège. Face au vide, l'esprit cherche un sens, et presque toujours, il le trouve contre vous. Vous pouvez sentir le poids de l'attente, l'anxiété qui monte comme une pression dans la poitrine, et la pensée s'accélère. Il faut faire quelque chose, n'importe quoi, pour ne pas rester immobile. Mais cette hâte est en réalité la peur de ce que vous pourriez découvrir si vous vous arrêtez. Il est plus facile d'agir que d'affronter le fait que vous n'avez pas le contrôle, que le silence n'est pas de votre faute, que l'absence ne définit pas votre valeur. Lorsque vous analysez ce qui se passe à ce moment critique entre ressentir la douleur et réagir, vous voyez que c'est là que se joue la marge de manœuvre la plus importante. L'espace entre le stimulus et la réponse est là où se joue la véritable bataille pour votre paix intérieure. C'est ici que l'entraînement stoïque entre en jeu. Il ne s'agit pas de réprimer l'émotion, ni de faire semblant que cela n'a pas d'importance, mais d'interrompre le cycle automatique de réaction. C'est un exercice mental, presque chirurgical. Remarquer l'impulsion, l'identifier, la remettre en question. Avez-vous vraiment besoin de répondre maintenant? Ou pouvez-vous vous permettre quelques minutes ou quelques heures pour laisser la température redescendre? C'est seulement là que vous commencez à retrouver votre capacité stratégique, car l'autocontrôle n'est pas un don, c'est une pratique délibérée. Chaque fois que vous choisissez d'attendre avant de répondre, chaque fois que vous respirez et retardez la réaction, vous renforcez le muscle de la volonté. L'esprit suggère que vous allez perdre quelque chose si vous n'agissez pas tout de suite, mais l'expérience montre le contraire. Ce que vous perdez réellement, c'est votre centre lorsque vous vous laissez emporter par l'urgence. La conséquence de ne pas vous arrêter est prévisible. Des messages dont vous vous repentez, des mots superflus, des décisions impulsives qui n'aggravent que le vide initial. En agissant sans pause, vous multipliez les dégâts et vous vous enchaînez à une narration dont il est difficile de sortir. En revanche,
Si vous restez un moment dans cet espace inconfortable, si vous supportez la pression de l'incertitude sans bouger, vous commencez à gagner en perspective. La clarté arrive lorsque l'émotion cesse de dicter vos mouvements et que vous pouvez observer la situation avec plus de distance. La douleur ne disparaît pas, mais elle ne vous entraîne plus. L'autocontrôle se construit ainsi, en choisissant de ne pas répondre au premier appel du malaise. Ne réagissez pas, décidez. C'est la ligne qui sépare le chaos du calme. L'aspect pratique de cette stratégie est brutalement simple et difficile à la fois. Lorsque vous ressentez l'impulsion, arrêtez-vous. Comptez jusqu'à 10, sortez faire une promenade, changez d'environnement, faites n'importe quoi qui interrompe le cycle automatique. Ce n'est pas de l'évasion, c'est de la discipline émotionnelle. Chaque fois que vous réussissez ce petit frein, vous montrez à votre esprit qu'il ne commande pas seul, que vous avez le dernier mot. Le pouvoir réside dans cette marge, dans cet instant où vous pouvez choisir de ne pas agir. Celui qui maîtrise cette seconde maîtrise le résultat. La réaction rapide est presque toujours la réaction erronée. C'est ainsi que se forge le caractère, dans les secondes où vous décidez d'attendre et de réfléchir avant de bouger. La clé est de comprendre que votre dignité ne dépend pas de la rapidité de votre réponse, mais de la qualité de votre décision. 4. Utilisez le silence pour grandir. Parfois, le silence ressemble à une pièce blanche et vide, sans fenêtre, sans horloge, juste vous et l'écho sourd de vos propres pensées. Il n'y a rien à regarder, sauf ce vide qui défie votre patience et expose l'inconfort de ne pas avoir de réponse. La tentation est de remplir cet espace à tout prix, avec des mots, avec des actions, avec des tentatives maladroites de forcer une réaction. Mais voici la leçon que personne ne veut entendre. Le silence n'est pas une cellule, c'est une salle de sport brutale pour l'esprit. Chaque seconde dans cet espace devient un poids invisible. Vous pouvez sentir la tension dans vos épaules, la pression dans votre poitrine, l'envie de fuir vers la réaction la plus facile. La véritable croissance commence lorsque vous décidez de rester. Pas en attendant un signe salvateur, mais en utilisant cet espace pour vous regarder vous-même sans distraction, sans excuse. S'observer dans le silence est inconfortable car cela vous oblige à affronter ce que vous cachez normalement derrière le bruit. Vos insécurités, vos attentes non satisfaites, votre besoin de contrôle. Il y a un geste presque automatique chez la plupart. Regardez l'écran en espérant que quelque chose change, ajuster le téléphone entre les mains, faire des allers-retours dans la pièce, chercher n'importe quoi qui interrompe le vide. Mais si vous parvenez à tenir dans cet inconfort, vous commencez à écouter ce qui se passe vraiment en vous. Le silence est un miroir sans distorsion. Il n'y a pas de filtre ni de versions éditées, juste la matière première de vos émotions non traitées. Il vous oblige à reconnaître d'où vous agissez. Est-ce un besoin d'approbation, une peur de la solitude, une colère de vous sentir déplacé? La croissance se produit lorsque vous arrêtez de cacher ces sentiments et choisissez de les comprendre. Dans la pratique, utiliser le silence pour grandir signifie changer l'angle de la question. Il ne s'agit pas de « pourquoi ne répond-il pas », mais de « que puis-je découvrir ici que je ne veux pas voir ». Le stoïcisme ne propose pas de devenir de pierre. Il vous demande d'utiliser l'absence de l'autre comme un espace fertile pour entraîner l'autocontrôle, pour renforcer le muscle de la patience, pour analyser vos schémas de réaction avec une honnêteté qui dérange. Chaque fois que vous supportez l'attente sans agir par impulsion, vous renforcez l'idée que vous ne dépendez pas de la validation externe pour vous sentir complet. C'est un travail interne, presque artisanal. Vous polissez les arêtes de votre caractère dans la friction de l'incertitude. Il y a un type de clarté qui n'arrive que lorsque vous cessez de saturer le moment avec vos tentatives de contrôle. Vous pouvez le voir dans des détails minimes. Le corps qui se détend après des minutes de tension. La respiration qui devient plus profonde lorsque vous décidez de ne pas envoyer ce message, le regard qui cesse de chercher à l'extérieur et commence à enregistrer ce que vous ressentez vraiment. Ce sont des gestes subtils, presque imperceptibles,
mais il marque la différence entre vivre de manière réactive et vivre en contrôle. Profiter du silence n'est pas se résigner ni punir l'autre, c'est choisir la croissance plutôt que l'urgence, l'introspection plutôt que le désespoir. Celui qui maîtrise le silence maîtrise son esprit. C'est la clé. Transformez le vide en un laboratoire pour vous connaître, pour affiner votre réponse, afin que la prochaine fois que quelqu'un s'éloigne, vous ne perdiez pas l'équilibre. Le silence n'est pas votre ennemi, c'est la scène où votre véritable force est mise à l'épreuve. Acceptez l'inconfort et transformez-le en espace pour grandir. C'est ainsi que vous ne sortez pas blessé, mais plus fort qu'auparavant. 5. Investis ton énergie en toi-même. Arrête d'investir ton énergie dans ceux qui ont déjà décidé de ne pas investir en toi. C'est aussi simple que ça. La réalité est que chaque fois que tu consacres ton attention mentale à quelqu'un qui t'ignore, tu te voles toi-même. Ce n'est pas l'autre qui te prend quoi que ce soit, c'est toi, avec ton obsession, avec ton besoin d'être validé par une réaction extérieure, qui te dépouille jour après jour. Penses-tu vraiment que répéter les mêmes pensées, vérifier le chat en espérant un miracle ou imaginer des dizaines de scénarios va changer quelque chose? La seule chose que tu obtiens, c'est de t'appauvrir émotionnellement, de remplir ton esprit de déchets et de te fragiliser de l'intérieur. Il n'y a pas de dignité à attendre ce qui ne dépend pas de toi, juste de l'épuisement. Le stoïcisme te le crie au visage. Arrête de donner ta vie à l'indifférence d'un autre. Investir ton énergie en toi-même n'est pas un slogan vide, c'est une urgence psychologique. Plus tu passes de temps à ruminer l'absence de l'autre, moins tu as de force pour construire, pour grandir, pour réparer ce qui est sous ton contrôle. La compassion mal comprise est une autre piège. Tu te dis que ça fait mal parce que tu as beaucoup d'amour à donner, alors qu'en réalité, ce que tu as, c'est peur de te retrouver seul avec tes propres affaires. Il est plus facile de s'obséder pour l'autre que de faire face à ton propre vide. Mais ainsi, tu n'augmentes que ta dette intérieure, retardant le moment d'affronter ce qui compte vraiment. Que fais-tu pour toi-même ? Personne ne viendra te sauver de ce trou d'autonégation. Soit tu prends les choses en main, soit tu restes piégé dans la misère de l'attente éternelle. L'énergie mentale est limitée. Chaque fois que tu la gaspilles en hypothèses, en suppositions ou en tentative de manipuler la réaction d'autrui, tu arrêtes de l'investir dans tes propres projets, dans ta santé, dans ta croissance. Les gens qui avancent ne sont pas ceux qui obtiennent le plus d'attention extérieure, mais ceux qui savent protéger leur concentration, blindent leur esprit des distractions toxiques et redirigent leur puissance vers ce qui peut vraiment se transformer. Je te le répète, car je ne veux pas que tu te trompes. Donner du pouvoir à l'absence de quelqu'un est le pire investissement émotionnel que tu puisses faire. Tu ne récupères rien en attendant. Tu perds seulement du temps et de l'énergie que tu pourrais utiliser pour devenir une version de toi qui ne dépend du regard de personne. As-tu du mal à te lever parce que tu attends toujours un message? Parfait. Voilà la preuve que tu dois changer d'investissement. Utilise cette même ténacité que tu dépenses à vérifier ton téléphone pour construire quelque chose de réel. Améliore ton corps, lis, apprends, organise ta vie. Fais le travail inconfortable de te regarder à l'intérieur et de nettoyer les blessures que tu traînes. Chaque minute que tu choisis de te donner l'attention que tu mendiais à l'extérieur est un coup direct à la dépendance. Personne ne te respectera plus que tu ne te respectes. Personne ne valorisera ta présence si tu l'offres toi-même comme une remise à la première absence. Le stoïcisme n'est pas résignation, c'est action lucide. Il te rappelle que ce que tu sèmes dans ton esprit grandit. Et si tu ne sèmes que le manque, c'est tout ce que tu récolteras. Je te le dis sans fioriture, arrête d'attendre que la présence de quelqu'un te rende ce que tu ne peux construire qu'en cultivant ta propre valeur. Arrête d'utiliser ta douleur comme excuse pour rester dans la passivité. Investis ton énergie en toi, non par fierté, mais par survie. Celui qui se néglige en cherchant à l'extérieur se perd à l'intérieur. C'est la vérité que personne ne veut regarder en face.
Ne te plains pas ensuite de la solitude si c'est toi qui as d'abord abandonné ta propre compagnie. Commence aujourd'hui, pas demain. Transforme l'obsession en discipline, le vide en construction. Personne ne va te remplir si tu continues à laisser des trous à l'intérieur de toi. La force ne se mendie pas, elle se cultive. Fais-toi ton meilleur investissement. 6. Réponds avec calme, pas avec fierté. Ne te méprends pas. Répondre avec fierté ne te rend pas fort. Cela te rend prisonnier de ton insécurité. La réaction hautaine, cet élan de rendre le coup, de prouver que tu n'as besoin de personne non plus, n'est qu'un masque maladroit pour ne pas faire face à la véritable blessure. La fierté déguisée en intégrité est en réalité de la peur. Peur d'être vu comme vulnérable, peur d'accepter que le silence ou le mépris t'ont blessé. L'esprit veut te protéger et te vend l'idée que si tu réponds avec froideur ou indifférence, tu conserves le pouvoir. Mais ce que tu conserves, c'est le poids inutile d'une guerre intérieure. Parce qu'au fond, tu sais que cette attitude ne guérit rien. Elle ne fait que retarder la douleur et la transforme en ressentiment, une facture mentale qui, à long terme, finit toujours par te coûter cher. Le mécanisme est simple et brutal. Face à l'absence, l'esprit cherche à restaurer l'équilibre et la première chose qu'il trouve est le faux soulagement de la fierté. Je ne suis pas affecté, je m'en fiche. Je vais prouver que je peux vivre sans cette personne. Mais cette narration n'est rien d'autre qu'une réaction défensive face à la peur d'être exposé. Quand le silence de l'autre te blesse, la fierté propose une sortie rapide. Répondre avec un commentaire cinglant, bloquer, ignorer ou effacer la conversation. Tu crois que cela te permet de reprendre le contrôle, mais en réalité, tu réaffirmes seulement ta dépendance émotionnelle, car ton action est toujours dictée par la blessure, pas par la clarté. Au lieu de résoudre le conflit intérieur, tu l'encapsules sous une couche de force apparente qui ne résiste pas au moindre questionnement. La fierté n'est que l'armure de la peur, et vivre derrière des armures t'empêche de guérir. Tu réponds avec calme lorsque tu décides de regarder en face ce que tu ressens, sans fuir ni cacher la douleur avec des attitudes vides. La sérénité n'est ni passivité ni résignation. C'est la conséquence de comprendre que ta réaction ne doit pas être un reflet automatique de la blessure, mais un choix délibéré depuis la maturité. Tu n'as pas besoin de prouver de la froideur ni de feindre la supériorité. Tu as besoin d'une honnêteté brutale avec toi-même. Pourquoi veux-tu répondre avec fierté? Parce que cela t'effraie de te montrer humain, parce que tu crois que céder la calme est perdre de la valeur. Mais la vérité est autre. Le calme n'est pas soumission, c'est un pouvoir réel. C'est la force de celui qui se connaît et décide de ne pas hypothéquer sa dignité pour gagner une bataille insignifiante dans un jeu de fierté. Le stoïcisme enseigne à briser le circuit de la fierté automatique. Lorsque tu détectes cet élan, tu as l'opportunité de désamorcer le mécanisme et de te demander « Cette réaction me construit-elle ou me fragmente-t-elle » Le calme est inconfortable au début, car il t'oblige à rester dans le lieu de la douleur sans anesthésie instantanée. Il n'y a pas d'applaudissements ni de reconnaissance externe, juste le travail silencieux de te soutenir, de ne pas céder à la tentation de répondre depuis l'ego blessé. Mais là, juste là, c'est là que se forge le caractère. Répondre avec calme est un acte de respect de soi. Il ne s'agit pas de te laisser piétiner ni de faire silence sur ce que tu ressens, mais de choisir le moment et la manière depuis la clarté, pas depuis le manque. La fierté t'enferme dans un cycle de réaction et de défense. Le calme te permet d'agir avec stratégie, avec une vision d'avenir, non seulement pour gagner une discussion, mais pour préserver ta santé mentale. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que la fierté, tu brises le schéma qui te maintient lié au jeu des autres. Tu cesses de chercher la validation dans la réaction de l'autre et commences à construire une base interne de sécurité. Ce n'est pas facile, car cela implique de renoncer à la gratification immédiate de avoir le dernier mot et de supporter l'inconfort en silence. Mais cet inconfort est le prix de la liberté émotionnelle. Au final,
Répondre avec calme n'est pas un signe de faiblesse, mais la plus grande preuve de maîtrise de soi. La fierté est bruyante, le calme est percutant. Celui qui répond avec sérénité prouve qu'il n'est plus à la merci des fluctuations émotionnelles de quiconque. C'est la véritable force, choisir la paix même lorsque l'esprit te pousse au conflit. 7. Libère-toi en lâchant prise, pas en bloquant. Tu te surprends un moment à regarder l'écran de ton téléphone, le pouce hésitant entre deux options, bloquer cette personne qui t'ignore ou simplement la laisser partir sans plus. La conversation est toujours là, sans nouveaux messages, avec la tension accumulée après des jours d'absence. Tu sais que le blocage est tentant car il promet un soulagement instantané, une sensation de contrôle sur la situation. Mais si tu analyses en profondeur ce qui t'arrive, tu te rends compte que ce n'est pas un vrai contrôle, c'est juste un raccourci émotionnel pour masquer l'inconfort. L'acte de bloquer est souvent chargé de colère, de déception ou d'un mélange amer de fierté et de fatigue. Tu te vends l'idée que couper l'accès est une façon de te protéger, mais en réalité, tu renforces souvent le lien négatif, tu t'attaches encore plus à la narration de la douleur. Le blocage physique est simple. Ce qui est difficile, ce qui coûte vraiment, c'est de lâcher prise en profondeur. Le mécanisme est clair. L'esprit cherche une solution rapide pour cesser de ressentir ce poids, ce vide inconfortable chaque fois que tu vois la conversation stagnante. Alors tu te lances dans le blocage, convaincu qu'en éliminant l'accès, tu élimines aussi la blessure. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que la douleur ne s'efface pas avec un bouton. Car ce qui te blesse n'est pas la présence de l'autre dans ta liste de contacts, mais l'histoire que tu continues à alimenter dans ta tête. Le blocage devient un pansement, une réaction défensive qui te donne l'illusion d'avoir fermé un cycle, alors qu'en réalité, tout ce que tu as fait, c'est mettre une porte fermée sur une pièce en désordre. Lâcher prise implique bien plus que d'éliminer un contact. Cela exige de faire face au travail intérieur, de laisser aller l'attente, le ressentiment et l'idée que l'on te doit quelque chose. Si tu approfondis, tu verras que le blocage résout presque jamais le véritable conflit. Il peut te donner un répit momentané, mais à long terme, si tu n'as pas lâché l'attachement émotionnel, la pensée continue de revenir. La blessure reste ouverte et le ressentiment se multiplie en silence. Lâcher prise, en revanche, est une décision stratégique beaucoup plus puissante. Cela ne signifie pas se résigner ni faire l'indifférent, mais cesser d'investir de l'énergie dans ce que tu ne peux pas changer. Lâcher prise, c'est accepter que l'autre a le droit de s'éloigner, de ne pas répondre, de vivre son processus, et que ta paix ne dépend pas de forcer une fermeture externe. C'est choisir de ne pas poursuivre ni punir, mais de te déplacer vers l'avant avec la dignité intacte. L'entraînement stoïque vise justement cela. Il ne te demande pas de supprimer, d'ignorer ou de bloquer par impulsion, mais de travailler en toi pour libérer l'espace mental que cette personne ou cette situation occupe. Il t'invite à interrompre le cycle de réaction, à te demander si agir par la colère ou la fierté te laisse vraiment en paix. La véritable libération se joue sur le terrain intérieur, quand tu peux voir le chat, te souvenir de l'histoire et pourtant te sentir calme parce que tu n'as plus besoin que l'autre personne confirme ta valeur. Lâcher prise est une discipline, pas une évasion. C'est décider de cesser de porter un poids inutile, non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que tu en as besoin pour avancer. Au fond, bloquer est facile, lâcher prise est difficile. Mais seul l'un des deux chemins te libère. Fermer la porte n'est pas la même chose que de lâcher la charge. La prochaine fois que tu ressentiras l'urgence d'éliminer, arrête-toi et évalue. Cherches-tu à te protéger ou à éviter le travail de lâcher prise? Libère-toi en lâchant prise, pas en bloquant. C'est la décision qui renforce ton caractère et te redonne le véritable contrôle. Le contrôle sur ton monde intérieur. 8. Avancer sans rester ancré dans le passé. Je vais le dire sans adoucir. Le moment le plus difficile n'est pas quand quelqu'un s'en va, mais quand vous réalisez que vous êtes toujours attaché à ce qui n'existe plus. C'est inconfortable de noter comment le corps réagit avant l'esprit,
comment les doigts glissent encore et encore sur les vieilles photos dans la galerie, parcourant des messages comme si vous pouviez trouver un nouvel indice, un signe qui donnerait un sens à ce qui est déjà brisé. Il y a une fatigue particulière dans ce geste, un mélange de nostalgie et d'entêtement qui vous maintient en cercle, piégé dans des répétitions qui n'ajoutent plus rien. L'air pèse différemment quand vous vous accrochez au passé. La pièce semble plus petite, la poitrine se serre, et même le café perd de son goût parce que l'esprit est occupé par des souvenirs qui ne laissent pas de place à ce qui est devant vous. Je le sais parce que j'ai été dans ce piège, parce que j'ai ressenti le besoin presque physique de revenir en arrière, de retourner à ce moment où tout semblait avoir un sens. Mais c'est la paradoxe. Plus vous essayez de revivre ce qui est perdu, plus vous vous épuisez et moins d'énergie il vous reste pour avancer. Le passé a une force invisible qui s'accroche aux détails, aux petits objets, aux chansons qui jouent en fond, aux habitudes que vous n'arrivez pas à lâcher. Chaque fois que vous revisitez ce qui était, vous établissez un circuit mental qui renforce l'idée que cela était mieux, que vous avez perdu quelque chose d'irremplaçable et que peut-être, si vous restez là, vous pourrez le récupérer. Mais ce que vous tenez, c'est une image figée, une version de vous qui n'existe plus et une histoire qui ne se réécrit que dans votre tête. C'est comme marcher avec un sac à dos rempli de pierres étrangères. Chaque souvenir non traité, chaque rancœur, chaque « et si j'avais fait cela différemment » ajoute du poids et vous empêche de bouger librement. Le véritable avancement commence lorsque vous avez le courage de lâcher ce fardeau, lorsque vous cessez de chercher des explications dans ce que vous ne pouvez pas changer et que vous vous concentrez sur ce qui est ici, en ce moment. Ce qui est pratique et brutal dans le stoïcisme, c'est qu'il ne vous permet pas de rester bloqué. Il vous oblige à regarder ce que vous avez et ce que vous pouvez faire maintenant, pas ce qui a déjà été. Avancer n'est pas un acte grandiose ni dramatique. C'est la somme de décisions minimales, de gestes quotidiens. Fermer la galerie, ranger l'objet qui vous attache, sortir, marcher différemment. Cessez de revoir des conversations qui n'existent que dans votre mémoire. Le corps le ressent d'abord, moins de tension dans les épaules, la respiration qui se libère, les mains qui enfin s'occupent de quelque chose de productif et cessent de trembler à la recherche de réponses. C'est là que commence la transformation. Quand vous choisissez de faire face au présent sans le filtre de ce que vous avez perdu. Quand vous osez construire à partir du point où vous vous trouvez réellement, pas depuis la nostalgie. Vous n'avez pas besoin d'effacer le passé ni de nier ce que vous avez ressenti, mais vous devez cesser d'alimenter la machinerie interne qui vous maintient en train de tourner au même endroit. Chaque minute que vous passez à revenir en arrière est une minute que vous perdez à construire quelque chose de nouveau, à découvrir une possibilité qui ne peut pas s'inscrire dans l'inertie d'hier. Le passé n'enseigne que si vous le lâchez. Si vous restez, il vous consume. C'est la ligne dure que personne ne veut accepter. La dignité se démontre aussi dans la capacité d'avancer sans regarder en arrière avec pitié ni avec colère, mais avec la certitude que votre histoire ne se termine pas dans la dernière absence. Choisissez de bouger, même si cela fait mal. Choisissez d'avancer, même si le corps demande à reculer. Parce que c'est seulement ainsi que le passé se transforme en expérience et non en prison. Et cela, croyez-moi, est le seul vrai chemin vers la paix. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu.